Bonjour à tous et merci d'être venus pour ce festival baltique et pour découvrir l'histoire des pays baltes, des siècles d'histoire, comme on a intitulé ce grand entretien avec Julien Guélin. Donc Julien, bonjour. Historien, donc pendant 1 heure, nous allons explorer l'histoire des pays baltes et pour vous aider, derrière, vous aurez des cartes qui vont défiler suivant les périodes qui vont permettre de mieux vous repérer puisque nous allons un peu jongler entre les 3 pays, entre l'Estonie, la Lettonie et la Lituanie, qui ne s'appelaient pas comme ça à l'époque des peintres que vous voyez dans l'exposition au musée d'Orsay. Donc l'histoire, c'est vraiment un facteur qui marque la vie dans les pays baltes. On la découvre et toujours au détour des villes, des rues, des forêts, toujours actuellement. C'est vraiment un des marqueurs et une des portes d'entrée aussi dans l'histoire des pays baltes. Mais il y a un petit paradoxe, puisque souvent on associe les pays baltes à une histoire tragique, puisqu'on a l'histoire du XXe siècle en tête, avec la Seconde Guerre mondiale, les 2 occupations, l'occupation communiste, puis l'occupation nazie, puis à nouveau l'occupation soviétique qui a duré 50 ans. Mais c'est un petit peu un paradoxe parce qu'à l'époque des peintres symbolistes, c'est pas du tout cela. Oui, on peut dire effectivement le 19e siècle, on ne peut pas dire que c'est le siècle le plus tranquille des nations baltes, mais effectivement par rapport au XXe siècle et aux événements qui vont secouer les nations baltes, c'est vrai que c'est un siècle qui est moins riche, je dirais, en conflits guerriers, mais qui est riche en tensions sociales, en restructuration de la société, en évolution complètement essentielle pour les nations. Donc il ne faut pas projeter là encore, on n'est pas sûr que les contemporains aient vécu ça comme ça, mais c'était un siècle qui était pour eux un siècle, je dirais, intense, mais effectivement pas meurtrier, ou en tout moins intensif comme le fut le XXe siècle, oui. Sous quel nom on connaît les pays baltes à l'époque? Comment est-ce qu'ils s'appellent? Comment est-ce qu'on les appelle? Oui, alors la notion de pays baltes, elle est relativement récente. Elle s'introduit dans la langue française vers 1918-1919. Avant, on ne connaît pas cette notion. Donc au XIXe siècle, les contemporains, il n'y en a pas énormément de Français, mais qui s'intéressent, connaissent l'espace sous 2 manières. Donc on connaît la Lituanie. La Lituanie n'existe plus en tant que telle, évidemment, depuis qu'elle a été annexée en 1795. On a des gouvernements de Kaunas, de Vilno, de Grodno. On connaît un peu les territoires lituaniens. Mais en ce qui concerne les 2 nations plus au nord, et il y a un gouvernement d'Estonie, mais on voit un gouvernement de Courlande et un gouvernement de Livonie. Donc évidemment, ces termes historiques correspondent à des réalités, évidemment, qu'on va peut-être évoquer dans quelques instants, mais évidemment, le terme de Lettonie est relativement récent, donc 1870, et même le terme de Balte, puisque vous savez qu'en allemand, on parle de Ostsee, le terme de province baltique apparaissent dans la langue allemande vers 1820, 1830, commence à s'imposer vers 1850 dans la langue, parce que tout simplement, il y a l'idée de dire qu'il n'y a plus des réalités qui sont liées à la Courlande, à la Livonie-Estonie, mais à la réalité d'une province, et c'est pour manifester l'identité allemande. Et ça passe dans la langue française, à partir du moment où on commence à s'intéresser en 14-18, et on parle de province baltique, province balte, pays baltes. Et alors, ce qui est intéressant, c'est que souvent, ce qu'on oublie aussi beaucoup lorsqu'on travaille sur la notion de balte, c'est que le pays balte vient de province balte. Donc, au premier sens du terme, l'adjectif balte renvoie au côté de riverain de la Baltique. Donc, et le problème, évidemment, dans la langue française, c'est qu'on a évidemment des multiples sens. C'est qu'on parle aussi de langue balte. Donc, les langues baltes, donc, si on peut regarder, peut-être juste avoir la carte pour. Donc, j'ai dans la salle des émérites spécialistes des pays baltes. Personne les connaissent moins bien. Ça, c'est la diapositive numéro 3. La première diapositive, la carte. Voilà, celle-là, voilà, tout à fait. Donc, évidemment. Oui, non, restez sur la voilà, c'est là, c'est très bien, c'est là. Et donc, du coup, évidemment, les langues baltes, donc ça regroupe les langues lituaniennes et lettonnes. Il y en avait d'autres, mais elles ont disparu, et qui s'opposent évidemment au groupe des langues finno-hongriennes qui regroupent le finnois, l'estonien et le hongrois. Donc, évidemment, c'est souvent une source de confusion à notre époque où on dit langue balte, donc letton, lituanien, langue balte, donc finalement, les Estoniens ne sont pas un pays balte. Alors, évidemment, c'est aussi une identité, la volonté d'affirmer une identité qui serait reliée, et elle est tout à fait juste avec les finno-hongriens, mais dans la langue française, pays balte, et à l'origine utilisé comme ça, regroupe plutôt les territoires qui relevaient des provinces baltiques, donc des provinces qui avaient été marquées, à la différence de la Lituanie, par la présence d'une élite et d'une allemande relativement importante et par la culture allemande. Et donc l'Estonie, dès le début, est plus, de certaine manière, dans l'esprit, l'imaginaire français, un pays balte
que la Lituanie, qui est plus centrée dans l'esprit des gens à l'époque sur le monde polonais. Donc il faudra attendre les années 20, les années 30 pour que réellement on intègre la Lituanie dans l'ensemble, définitivement la Lituanie dans l'ensemble des pays baltes, et que le terme de pays baltes qui recouvre donc ces 3 pays s'ancre dans la langue française. Alors évidemment, c'est aujourd'hui, on pourrait dire, un concept en crise, mais c'est finalement le langage évolue avec l'histoire et les mentalités. Donc c'est souvent une erreur de notre part de penser que le langage est quelque chose de neutre. Il est profondément politique et il dérive profondément des tensions politiques et de la création de ces langues. Et donc évidemment, le terme de pays baltes, aujourd'hui, on s'interroge, est-ce que c'est un avenir, est-ce que ça correspond à quelque chose? Je dirais, l'avenir le dira, mais en tout cas, voilà, c'est un concept relativement récent. Et pour terminer sur votre question, donc évidemment, à l'époque, on ne connaît que les termes de Courlande, Livonie, Estonie, les provinces baltiques, et à la rigueur, les territoires lituaniens, mais qui ne regroupent pas, correspondent pas à une réalité politique, mais à des gouvernements russes qui sont éparpillés. On peut faire un grand retour en arrière pour un peu saisir l'histoire de cette région. Par exemple, à Tartu, un nouveau musée national ethnographique a été inauguré assez récemment. Puis on voit les premiers harpons utilisés par les peuples qui habitaient dans la région pour pêcher le poisson. En 2009, la Lituanie a célébré le millénaire de la première mention du mot Lituanie dans des sources, c'était les annales de Quedlinburg. Quand est-ce qu'on commence à entendre parler des ancêtres des Estoniens, des Lettons, des Lituaniens pour la première fois? Qui en fait mention aussi? Alors, juste un tout petit mot. Alors, si on se réfléchit peut-être sur l'histoire de Nation Balte, on peut dire que c'est une histoire, je dirais, si je prends 2 qualificatifs, qui est profondément discontinue, et une histoire, je dirais, en miettes, pour reprendre l'expression de François Doss. Alors, une histoire discontinue, pourquoi? Parce que, évidemment, ce n'est pas des grandes puissances. Donc, pour des Occidentaux, en dehors des personnes qui s'intéressent directement et qui vivent dans cet espace, ils apparaissent périodiquement au moment de grandes crises. Donc, finalement, le kidam, entre guillemets, ou la personne qui s'intéresse à l'union publique, les découvre souvent à l'occasion, je dirais, d'un conflit, de quelque chose qui les fait connaître dans l'opinion publique mondiale, d'où parfois évidemment des effets de bord, parce qu'évidemment on les connaît uniquement des effets guerriers, de se dire oui, ils sont toujours une histoire tragique, nationaliste. Je dirais les périodes calmes, on ne parle pas d'eux, à défaut, on pourrait presque à regret. C'est les périodes effectivement qu'on ignore. Donc une histoire discontinue, puis une histoire en miettes, parce qu'évidemment les sources, on va le voir dans un instant, les sources, du moins pour les périodes les plus anciennes, ne sont pas extrêmement importantes. Donc du coup, évidemment, on a tendance à avoir du mal parfois à reconstituer certaines évolutions historiques, comme on peut le voir dans l'exposition, comme j'en parlais ce matin à la visite. Et puis troisièmement aussi, l'extrême importance dans cette région, suite aux tensions politiques et aux régimes politiques qui sont succédés sur une période relativement brève, je dirais des logiques mémorielles. Au sens que si vous intéressiez à l'histoire des provinces baltiques au 19e, si vous intéressez à l'histoire des pays baltes dans les années 20, si vous intéressez à l'histoire des républiques baltes soviétiques dans les années 50-60, la référence ou l'histoire du passé qu'on vous aurait fait, et encore je peux dire aujourd'hui, aurait parfois été totalement différente. Certaines périodes sont tues, parce que sont considérées comme pas intéressantes, d'autres périodes sont plus valorisées. Alors pour revenir à la question sur l'archéologie, je veux dire, évidemment, ça c'est un propre des mouvements nationaux, puisque qu'est-ce qui se passe lorsque les mouvements nationaux au milieu du 19e siècle, avec l'abolition du servage, la création d'élites nationales qui recherchent une identité nationale, il y a une grande différence entre d'un côté, évidemment, la Lituanie qui peut se référer à l'histoire de son grand-duché, on va y revenir, mais il y a une grande différence par rapport aux Lettons et aux Estoniens qui n'ont pas effectivement un royaume passé, une indépendance passée à laquelle se rapporter. Donc il y a évidemment l'effort, encore on va en parler, pour aller rechercher le folklore, les chants, les traditions populaires, mais aussi de l'effort aussi par rapport à une vision allemande qui présente l'histoire des pays baltes comme débutant au XIIIe siècle. Si vous ouvrez un livre d'histoire au milieu du XIXe siècle, l'histoire des provinces baltiques, elle débute lorsqu'Albert de Brême arrive à Riga, donc grosso modo avec la naissance des premiers témoignages écrits, puisque les historiens sont positivistes, utilisent des sources écrites, donc avec l'arrivée du christianisme, l'arrivée du féodalisme, et donc l'entrée, je dirais, des pays baltes, des provinces baltiques dans la civilisation médiévale. Donc cette histoire, profondément, elle renvoie à la période antérieure à l'idée de nations barbares, sous-développés, qui n'étaient en dehors de l'histoire, qui ne méritaient pas d'être référencés dans l'histoire. Or, les mouvements nationaux, évidemment, avec les premières fouilles archéologiques, vont découvrir des bijoux, des tombes, des restes de châteaux,
Et tout le travail, ça va être justement, et c'est pour ça que l'archéologie va prendre une place énorme dans les nations baltiques, c'est de montrer que ces civilisations, et c'est vrai, les archéologues le montrent, ont été des tribus, des entités relativement brillantes qui se sont développées, qui étaient intégrées dans les circuits commerciaux européens, qui commerçaient avec les Vikings, et de montrer absolument que loin d'avoir cette vision négative, c'était des États absolument, enfin des civilisations qui correspondent aux réalités, je dirais, de l'âge du fer, tel qu'on peut le connaître, nous, dans notre haut Moyen-Âge. D'où cet effort sur l'archéologie. Alors, les premières références, évidemment, elles sont liées aussi à la recherche désespérée pour dire à quand remonte notre histoire. Alors, l'exemple le plus intéressant, c'est évidemment lorsqu'on va chercher dans les traces, dans les sources anciennes, évidemment, on fait référence au fameux Est qui commerçait avec les Romains et qui échangeait de l'ambre et qui fournissait de l'ambre pour Néron et pour ses installations, ce jeu du cirque. Alors, pendant longtemps, dans la mythologie nationale, parce qu'évidemment, c'était l'approche aussi à l'époque, on travaillait beaucoup sur les langues, on faisait des rapprochements entre les termes. Donc, on a dit, ah bah oui, Est estonien, donc effectivement, et encore aujourd'hui, dans certains musées estoniens, on peut voir cette référence en disant, ah bah c'était la première référence des Estoniens. Sauf que les archéologues et les historiens ont montré depuis bien longtemps que les Est, en fait, c'était juste une tribu, celle où on voit sur la carte qui correspond grosso modo au sud de la région de Kaliningrad, c'était simplement ceux qui étaient les tribus baltes, c'est-à-dire à l'époque les Prussiens qui étaient se trouvaient sur l'ancien territoire de Prusse orientale. Numéro 5. Comment ? On peut mettre la diapo numéro 5, ça sera oui, plus évident pour 5, expliquer. Ouais. Et donc du coup, merci. Voilà, donc du coup, vous voyez l'étendue, ça c'est au niveau de la préhistoire, et vous voyez qu'au niveau du nord de la Pologne, donc il y avait ces Prussiens qui faisaient partie à part entière des tribus et des nations baltes. Et donc les Est étaient simplement la tribu balte qui était la plus à l'est des Prussiens, et donc c'est pour ça que les contemporains les appelaient simplement les Aestim. Évidemment, rien à voir avec nos Estoniens et nos Finno-Ugriens actuels, pour vous donner simplement un exemple. Donc les premières références, elles commencent vraiment à apparaître, à se développer, je dirais, à partir du moment où ils commencent à rentrer en contact avec les autres nations nordiques, et c'est vrai qu'on commence à voir apparaître des cours, des livres qu'on voit apparaître sur les pierres runiques, dans les sagas scandinaves, même fait avec un petit peu de retard, avec une part de mythologie, d'imaginaire. Et donc c'est à partir de cette époque-là, mais ce sont simplement des noms, des références, et on ne connaît pas grand-chose sur ces pays en tant que tels. C'est vraiment à partir du XIIe siècle, et à partir du moment où des grandes chroniques et des affrontements, qu'on les voit apparaître sur la scène de l'histoire en tant que telle, et qu'on peut dire quelque chose d'un peu plus qu'un nom, ou simplement d'une énumération de tribus qui sont mises, telles qu'on peut les voir dans les chroniques russes aussi, et les chroniques scandinaves. On peut mettre maintenant la diapo numéro 6 pour aborder le prochain sujet. Et donc, en fait, c'est la christianisation qui va un peu séparer l'histoire de la région. Au sud, les Lituaniens qui arrivent à repousser les chevaliers teutoniques et forment après, au Moyen-Âge, un État immense, le Grand-Duché de Lituanie, qui va des rives de la mer Baltique aux rives de la mer Noire. Et ce qui correspond à l'actuelle Lettonie et Estonie, qui est dominée par les germano-baltes. Oui, alors ce qui est fascinant, évidemment, dans le cas lituanien, c'est que c'est quasiment le seul exemple dans l'histoire où on a un État qui se crée sur le territoire qui correspond au territoire actuel des pays baltes et qui arrive à devenir en quelque sorte une puissance en partant de cet espace. Sauf si on regarde bien, on voit que le développement évidemment de ce territoire, il va se faire beaucoup plus vers l'est, puisqu'il va profiter de l'effondrement des principautés russes et de la menace mongole pour se rallier toute une population chrétienne, slave et orthodoxe, grâce à leur puissance guerrière. Et évidemment, c'est tout le sens aussi de l'ambiguïté de ce grand État lituanien qui est récupéré comme étant évidemment l'État modèle, je veux dire l'État historique pour la Lituanie, mais qui évidemment pour certaines personnes de Bélarus ou de Russie, et même dès le 19e siècle, apparaît comme un État qui est largement slave, parce qu'évidemment on utilisait le slavon comme pour être la langue d'État, parce qu'il y avait énormément de populations orthodoxes. Et donc c'était un État évidemment qui regroupait, qui à l'origine, on le voit bien, finalement largement des identités. Ça explique aussi des identités bélarusses ou biélorussiennes et même ukrainiennes, puisque plus tard avec la Pologne évidemment, mais c'est ce qui explique la distinction de ces deux territoires par rapport au reste du monde russe. C'est une histoire différente liée à la présence de ce grand-duché de Lituanie. Donc évidemment, ce grand-duché de Lituanie est une référence historique incontournable, parce que pour des petits États, finalement, si on regroupe et on voit des concepts qui sont relativement intéressants, c'est ce qui ressort au 19e siècle, c'est toujours cette quête de dire de la dignité. Toujours ce verset, je vais être un égal parmi les égales. Grosso modo, je vais être une nation respectée parmi les autres. Et donc évidemment, les Lituaniens ont cet énorme avantage de dire on peut mobiliser, on peut montrer
comme les Tchèques avec la Bohème, comme la Pologne et la Hongrie, on peut montrer qu'on a été un État féodal puissant. Évidemment, on n'a pas réussi à créer, entre guillemets, une culture, une civilisation proprement lituanienne. Ça a été le cas plus tard, mais on a rayonné, on a été une puissance militaire, et voilà, du coup, l'union avec la Pologne et le reste. Le Grand-Duché a eu de grandes avancées au niveau administratif, au niveau juridique, en accueillant aussi beaucoup de minorités nationales persécutées à l'époque, en fait, avec les statuts lituaniens. Puis il était aussi très bien intégré dans l'Europe avec une reine italienne, la reine de Pologne, Bona Sforza, qui venait de Bari. Et à Bari, on voit justement sur les murs du château une mention au Grand-Duché de Lituanie. Bien sûr, voilà, oui, c'est effectivement un État qui est sur la carte des puissances féodales, qui est connu, alors qui ne va pas durer très très longtemps, mais qui est incontestablement les élites. Alors bon, évidemment, la question de la reine Bona et tout le reste, c'est évidemment lié à la suite de l'union avec la Pologne, parce qu'évidemment, la Lituanie va rentrer, entre guillemets, sur la scène européenne, ce grand-duché lituanien, même si dès l'époque de Guy Déminas, on a des liens avec le monde commerçant, donc des tas de liens comme ça, va commencer à rentrer et s'intégrer dans les circuits, les flux culturels européens à l'époque de l'union avec la Pologne, d'où toute l'ambiguïté. C'est est-ce que l'union avec la Pologne, là encore, on retrouve un peu à toute proportion égale le même problème qu'on a avec les élites allemandes. Est-ce que effectivement les Polonais ont permis aux Lituaniens d'avancer et de s'intégrer dans la situation européenne, ou au contraire, est-ce que ils ont détruit les cadres de la nation lituanienne? Et c'est le grand débat qu'il y a dès le 19e siècle entre les nationalistes lituaniens et les élites, l'aristocratie polonaise, ou parfois simplement lituanienne mais polonisée, qui affirme sa fidélité avec l'union polono-lituanienne, et au contraire la nation lituanienne qui se base son identité sur sa langue et sur ses arts et traditions, et qui plutôt fait référence au grand-duché païen d'avant l'union avec la Pologne. Et en fait, au nord du Grand-Duché lituanien, la situation est complètement différente, puisque ce sont les barons baltes qui vont dominer quasiment du XIIIe siècle en 1918. Oui, alors une situation beaucoup plus mouvementée, puisqu'évidemment, ils vont dominer du XIIIe au XVe siècle. À l'effondrement de l'État teutonique va succéder la domination scandinave, et donc qui va laisser un assez bon souvenir, presque aussi, c'est largement aussi, on peut tout à fait voir ça dans un imaginaire comme ça, mais chez les paysans, effectivement, lettons, estoniens, on parle du bon vieux temps suédois, puisque effectivement la domination scandinave était beaucoup plus douce qu'à l'époque de l'État teutonique, et surtout après. C'est souvent, d'ailleurs, là encore, c'est des logiques mémorielles, c'est souvent l'âge d'or, on le voit souvent à partir du passé, et c'est évident au cœur du XVIIIe, XIXe siècle, avec le maintien des traditions féodales et de cette domination, de cette culture des élites germaniques, puisque pour ceux qui ne sont pas familiers de cette histoire, jusque quasiment en 1918, les Lettons, les Estoniens n'ont pas accès à la vie politique. Les élites germaniques, ces barons baltes, ce sont elles qui gèrent totalement, alors évidemment on va parler de la russification, mais c'est eux qui gèrent totalement évidemment la vie politique et provinciale, qui sont les interlocuteurs quasi exclusifs des autorités russes, qui ont autorité pour nommer les pasteurs, le droit de patronat, avec beaucoup de conflits avec les Lettons, avec les Estoniens, qui ont seuls le droit de construire des moulins, de l'industrie, de contrôler, qui pendant très longtemps superviseront les écoles. Et donc en dehors de l'échelle des communes paysannes, où on progressivement prendra en charge l'école et les affaires communales, finalement la difficulté des populations estoniennes et lettonnes, c'est simplement d'avoir accès, à la responsabilité. Et c'est le refus, finalement le confinement de cette élite dans ses traditions, dans un conservatisme de plus en plus dépassé, qui va créer un fossé finalement de plus en plus impossible à franchir entre d'un côté cette élite et les hommes nouveaux de ces couches moyennes estoniennes et lettonnes, puisque évidemment le problème qui se pose avec ces élites, c'est qu'elles refusent effectivement de transférer le pouvoir. Donc, alors, ce qui est fascinant aussi, c'est qu'on pourrait dire, est-ce qu'il y a finalement, les Lituaniens sont-ils différents? Alors, ce qui est fascinant, c'est que finalement cet État lituanien, avec cette union polono-lituanienne, il va déboucher sur quasiment le même résultat pour les Lituaniens. C'est là qu'on voit la force aussi des évolutions sociales. Il faut faire attention à certaines logiques mémorielles. C'est que l'aristocratie lituanienne va se poloniser, tu en parlais, s'ouvrir à la culture occidentale, et progressivement se détacher
des classes paysannes lituaniennes, et on va retrouver au XIXe siècle, alors que pourtant le schéma historique est différent, quasiment le même schéma, entre une aristocratie qui monopolise les terres et les traditions et qui se confine dans la tradition polonaise, la culture polonaise et le refus de Lituanie, et des nouvelles classes paysannes qui génèrent des nouvelles élites paysannes qui vont rechercher dans cette identité païenne et tradition populaire les moyens de s'affirmer face à ces élites sociales. Donc il y a toujours une dimension sociale qui est inextricablement liée à la fois à la dimension culturelle, la recherche d'identité des sources, mais qui est toujours bien présente dans ces trois pays, qui les rattachent les uns avec les autres, même s'il y a de grosses différences entre les trois. Quand on se promène aujourd'hui dans les Pays Baltes, quand on voyage dans les Pays Baltes, qu'est-ce qu'on voit dans le paysage de cet héritage? Qu'est-ce qui reste? Est-ce qu'on voit encore ces manoirs des barons baltes en Lettonie, en Estonie? Est-ce que c'est encore visible? Alors oui, pour ceux qui ont survécu à 1905, à 1917 et à l'époque soviétique, oui. Et justement, ce qui est très intéressant, et c'est pour ça qu'on voit l'évolution, c'est que finalement, c'est un patrimoine que finalement on redécouvre. Alors évidemment aussi avec des buts commerciaux, mais il y a un effort patrimonial pour redécouvrir ces domaines qui avaient été transformés en écoles, en économat, en gymnase, choses comme ça, et qui deviennent finalement une histoire qui est récupérée. Alors à la charge de l'écart, puisque c'est vrai que c'est cette grosse différence, et souvent ce qu'on a du mal à comprendre, je pense, nous occidentaux qui sommes focalisés sur le dernier siècle, le XXe siècle, sur le problème de la relation avec l'Union soviétique. Donc on voit, si on ne connaît pas vraiment l'histoire, les nations baltes uniquement comme focalisées, et c'est la réalité actuelle, dans ce mano à mano avec l'Union soviétique, là où au XIXe siècle, finalement, ces nations et ces mouvements nationaux sont quand même centrés essentiellement sur, évidemment, la question de l'affranchissement par rapport à la domination germano-balte et par rapport à la menace aussi qui commence à se préciser d'un pan-germanisme, d'un Drang-Narosten qui aboutirait finalement au maintien du pouvoir des élites germano-baltes et une germanisation de ces territoires. Donc, ça explique que les Estoniens et les Lettons ont un rapport compliqué avec les Russes, mais pendant très longtemps, jusqu'à la fin du XIXe siècle, avec les élites libérales, il y a un essai de compréhension dans cette analyse, à la fois cette critique de la féodalité allemande, cette volonté de démocratiser l'Empire russe qui existe, mais qui malheureusement va disparaître peu à peu face à l'incompréhension qui existe et face aussi, il faut le dire, au nationalisme finalement même des élites libérales russes qui finalement conçoivent la modernisation de l'Empire russe uniquement par une russification, par une transformation, enfin une application de l'identité russe et par le refus des particularismes baltes, ce qui va évidemment aboutir à un blocage de plus en plus important dès la fin du XIXe siècle. Donc pardon, je t'ai pas répondu à ta question, je me perçois sur ce truc comme ça. Bon, juste pour dire un mot, là encore pour ceux qui n'ont pas connu, les différences, elles se perçoivent très facilement dans le paysage, puisque si on revient à la carte initiale, vous avez d'un côté un pays, la Lituanie, qui a été la carte numéro la 3. Première carte générale, s'il vous plaît, sur la carte. Donc la Lituanie, donc qui elle, donc évidemment a vécu un passé historique avec la Pologne, qui surtout est devenue catholique, donc un paysage, je dirais, d'église blanche lié à la contre-réforme des XVIIe, XVIIIe siècles, un relief baroque aussi qu'on peut voir à Vilnius aussi, je vais à très grands traits, alors que en Lettonie, en Estonie, à l'exception de la Latgalée, donc la région de l'Est avec Daugavpils et Rezekne, qui est inconnu, je reviendrai peut-être, avec plutôt un sort plus proche de la Lituanie, puisque c'était un territoire qui demande la Pologne. Il y a l'exception de ce territoire, un des pays qui ont été marqués par la réforme, qui apparaît à partir du XVe et XVIe siècle, et donc par cet esprit allemand où on voit plutôt des châteaux forts médiévaux teutoniques, des églises rouges de briques, choses comme ça. Donc un paysage qui est, à tort ou à raison, rattaché facilement à l'Europe nordique scandinave ou à l'Allemagne du Nord en général. En 1795, le troisième partage de la Pologne, et tout au XIXe siècle, en fait, toute la région passe dans l'Empire russe, fait partie de l'Empire tsariste. Comment ça s'est passé et quelles vont être les conséquences de ce que les trois pays baltes, enfin ce qu'on appelle aujourd'hui les trois pays baltes, ce que la région va faire face à une politique de russification en fait importante. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est une des parties du problème qu'on évoquait, c'est que donc l'arrivée de la Russie sur les rives de la Baltique, donc c'est bon, c'était un dessein qui existait depuis longtemps, depuis même avant le Terri, puisque les Russes avaient toujours l'idée, justement, là encore, j'ai une espèce de mémoire historique, essaye de travailler avec les sources, de dire, bah oui, dès même avant l'époque païenne, les tribus baltes, et on a des sources comme ça, étaient tributaires de la Russie kievienne, choses comme ça, donc on a toujours un droit de tutelle, et les souverains russes et les tsars ont toujours eu
invoquer ces espèces de traditions historiques qui évidemment sont contestables et peuvent être discutées pour invoquer leurs droits. Et évidemment, ça se conjugue au XVIIIe siècle avec la volonté du tsar Pierre Ier de créer cette fameuse fenêtre sur l'Europe et d'obtenir ces ports en eau libre qui lui manquent tant, et donc l'annexion des 3 gouvernements historiques de Courlande, de Livonie et d'Estonie. Mais jusqu'à la fin du XIXe siècle, ces territoires, évidemment, sont plutôt laissés finalement à l'arbitre des barons baltes et zibaltes, puisque les barons baltes vont réussir cet examen d'intégration, je dirais, dans l'Empire russe, et ont formé de manière dense les élites de l'Empire russe. Une grande partie des diplomates russes, des juristes, des hauts fonctionnaires sont des barons baltes qui sont éduqués, civilisés, et donc pendant longtemps, il y avoir cette idée les barons sont fidèles au tsar. On jure fidélité au tsar directement. Et d'ailleurs, c'est toujours un des enjeux, c'est qu'autant la Russie dira à la fin du XIXe siècle, mais vous êtes une partie de l'Empire russe, vous devez vous soumettre aux lois russes. Là où, je veux dire, les responsables des noblesses baltes diront, nous, on n'est pas du tout dépendants de l'Empire russe, on a juré fidélité au tsar, mais on n'est pas une partie de la Russie, donc nos statuts, nos particularités doivent être reconnus par les tsars. Et chaque tsar, normalement jusqu'à la fin du XIXe siècle, qui arrivait au pouvoir, reconnaissait, juste après son arrivée au trône, les particularités, les libertés des provinces baltiques. Et donc, c'est comme ça que ça continue. Donc, c'est évolue évidemment à la fin du XIXe siècle avec la volonté d'imposer. Alors, c'est une conjugaison à la fois d'un empire autoritaire orthodoxe, et à la fois qui s'inquiète de la menace allemande, qui prend conscience de plus en plus de cet anachronisme de ces provinces féodales et qui veut l'intégrer, cette périphérie, dans l'Empire russe. Et donc, du coup, ça avance seulement. Mais ce qu'il faut voir, c'est que finalement, le sort des Estoniens et des Lettons était presque beaucoup plus favorable dans l'Empire russe que pour les Lituaniens, puisque pendant très longtemps, les Russes ont espéré jouer les Estoniens, les Lettons contre les élites allemandes, et d'ailleurs vice-versa. Les premiers partisans des mouvements nationaux estoniens ou lettons jouent le... Tu voulais dire quelque chose ? Ah oui, pardon, oui. Ils jouaient excuse-moi. Voulaient jouer le rôle de Moscou pour les protéger en disant nous sommes des fidèles sujets, nous voulons rester dans la Russie, mais nous voulons juste intégrer l'Empire russe. Et donc, parce que l'idée, c'était de dire si l'Empire russe se modernise, si les lois russes rentrent dans les pays baltes, on sera enfin délivré de cette tutelle, et peut-être que nous, au sein de l'Empire russe, on pourra jouer notre rôle. Ce qui sera le cas, puisque des centaines, même des milliers de Baltes qui vont se former dans les écoles, les lycées russes, vont devenir membres des classes moyennes, fonctionnaires, consuls, et s'éparpiller dans l'ensemble de l'Empire russe et jouer un rôle relativement important au niveau économique et profiter de la prospérité de l'Empire russe à l'époque. Donc ça va se briser progressivement face à l'inflexibilité russe, mais jusque la fin du XIXe siècle, les Lettons peuvent publier en letton, peuvent publier en estonien, on encourage leurs efforts de développement économique, ce qui n'est pas du tout le cas des Lituaniens, puisque pendant 40 ans, les Lituaniens n'ont pas pu écrire le lituanien en langue latine, mais devaient le faire en lettres cyrilliques, et l'interdiction a pris fin seulement en 1904. Oui, alors c'est lié au fait à l'affrontement frontal qui existe et donc à l'évolution historique différente, puisque la Lituanie a intégré les territoires polonais relativement tardivement, donc à la fin du XVIIIe siècle, et surtout aux grandes révoltes polonaises de 1830 et 1863, et avec cette volonté russe de dire finalement il faut briser l'influence de l'aristocratie polonaise. Donc que faisons-nous finalement pour briser l'influence de l'aristocratie polonaise? Nous pouvons nous rattacher les paysans lituaniens, parce que finalement, on découvre au même moment les langues baltes, on découvre que les langues baltes, à l'époque on se pose la question, est-ce que c'est des langues indo-européennes? Oui, alors certes, les linguistes se passionnent pour les langues lituaniennes, parce que c'est la langue lituanienne qui permettrait d'accéder à la langue indo-européenne. Donc Ferdinand de Saussure, Antoine Meillet disent de manière un peu rapide, si vous voulez si vous voulez connaître la première langue, la langue que parlaient les Européens il y a des millénaires, ou les sanscrits ou les indo-européens de manière imaginaire, allez parler à un paysan lituanien et vous connaîtrez cette langue européenne. Alors c'est formidable, un outil formidable pour les Lituaniens pour se faire connaître aussi dans leur mouvement national, parce que vous aurez des tas de savants français qui vont partir en voyage ethnographique à travers la Lituanie pour aller récolter les dialectes et choses comme ça en général. Et donc les Russes s'appuient là-dessus, s'appuient sur le souvenir du Grand-Duché. L'idée, c'est de dire, finalement, vous allez écrire en cyrillique le lituanien, on va brider les efforts de l'Église catholique, qui est quand même largement dominée par l'aristocratie polonaise, et envers lequel, à l'époque, les Lituaniens ne sont pas forcément proches, parce qu'évidemment, ils sont attachés à leur tradition païenne.
Or, et donc 1864, interdiction totale d'écrire en langue latine le lituanien. Donc on espère briser et favoriser une évolution différente du nationalisme lituanien. Or, c'est exactement l'inverse qui se produit, puisque ça brise totalement finalement les efforts russes. Il y a finalement une prise de conscience des Lituaniens qui sont menacés. Ça les rapproche de l'Église catholique, et c'est à partir de ce moment-là que, comme pour la Pologne, l'Église catholique, au-delà même de la religion, devient un outil de vecteur national, un outil de protection. C'est évidemment dans un pays où on n'apprend pas le lituanien à l'école, où il n'y a pas d'institution lituanienne, choses comme ça. C'est le seul endroit, la seule institution où on peut espérer parler un peu en lituanien, où on peut avoir une instruction supérieure dans des séminaires où se regroupe toute l'élite. On ne devient pas forcément prêtre, mais c'est le seul moyen d'avoir une instruction secondaire ou supérieure. Donc l'Église catholique prend une importance énorme comme outil de lutte nationale. Et puis surtout, il y a ce formidable mouvement de contrebande qui se crée, puisqu'on n'en a pas parlé évidemment comme ça, puisqu'une partie de la Lituanie, donc c'est l'ancien territoire de Klaipėda, Memel, comme on disait en 1918, donc vous le voyez sur la carte à l'ouest, et même au-dessus, puisque le Sovietsk, donc Tilsit en allemand, c'est une région ethnographique lituanienne, ce qu'on appelle la Lituanie mineure, et donc a connu un destin un peu différent de la Lituanie, il faut le dire un mot, puisque étant resté sous domination allemande, même à l'époque du Grand-Duché, ils ont été, évidemment, sont devenus protestants, et à l'époque, les Allemands respectent les traditions lituaniennes, ça ne sera pas le cas plus tard, parce qu'il y aura aussi des tentatives de germanisation, et donc on peut très facilement, comme chez les Estoniens, imprimer des journaux lituaniens, et donc y avoir tout un transfert, multiples transferts de journaux lituaniens, avec le prêtre, l'instituteur du village, et ça va créer une espèce de mouvement local au niveau des paroisses, au niveau des paysans, qui va finalement fédérer les intellectuels, les paysans lituaniens, avec ces intellectuels lituaniens qui sont parfois dispersés dans l'Europe. Bazanevičius, qui est le leader national lituanien, est quelqu'un qui vit qu'un médecin, qui vit une grande partie de sa vie en Bulgarie, qui écrit donc au Shra, l'Aurore, le journal national lituanien, et qui se fait connaître comme qui devient connu en Lituanie entière pour être l'animateur des mouvements nationaux lituaniens. Alors juste une toute petite précision. Quand on dit mouvement national lituanien, ce que je disais ce matin, il ne faut vraiment pas s'imaginer à des partis politiques structurés, des mouvements immenses avec des milliers de personnes. Il faut imaginer plutôt toute une suite de micro-réseaux plus ou moins fragiles qui relient des intellectuels avec des dizaines et des dizaines de petits instituteurs, des paysans, des ouvriers qualifiés, choses comme ça, qui vont chercher sur le terrain et qui récoltent les chansons populaires, qui notent les différents types de vêtements, de chansons populaires, qui les envoient à ces intellectuels qui se chargent de les rassembler. Donc c'est un travail qui est souvent, on pourrait dire, qui relève, comme disaient certains Français à l'époque, des arts et des traditions populaires, de quelque chose comme ça. Et donc elle peut être un peu source de mépris. Ça changera dans les années 20 et 30 avec le goût du régionalisme et de l'ethnologie, choses comme ça, mais qui n'est pas trop pris en sérieux à l'époque, parce qu'on se dit finalement, c'est des petits mouvements locaux, choses comme ça, mais qui va être extrêmement important pour structurer l'âme et, je dirais, la conscience nationale de ces nations. Oui. Donc l'art, la culture, la langue, tout ça va permettre de former ces Estoniens, ces Lettons, ces Lituaniens. Et en fait, on passe d'une catégorie sociale en fait, à une langue. Il y a une langue et une littérature qui naissent vraiment pendant cette période, pendant le 19e siècle. En fait. Oui, tout à fait, parce qu'évidemment, on passe du moment où des gens disent simplement je suis un paysan qui dépend de la seigneurie de Terveté ou du baron du château de Marienbourg ou du château de Rakvere, enfin Wesenberg à l'époque allemande, je suis un Estonien, je suis un Letton et je suis un Lituanien. Et en quelque sorte, le pari est gagné, puisque c'est quelques intellectuels qui ne sont pas beaucoup et qui ont commencé à s'éveiller, à prendre conscience de leur identité nationale. Il faut bien prendre conscience aussi, j'en parlais ce matin pour les peintres, mais c'est le cas aussi pour beaucoup, on est éduqué. En leur éducation, il y a l'éducation à la maison qui est extrêmement importante, on apprend le letton comme ça, mais il n'y a pas d'éducation, on apprend à écrire le lituanien, à s'intéresser à l'histoire de lituanien, puisque toutes les écoles sont soit allemandes, soit russes. Donc la plupart de ces jeunes et de ces jeunes intellectuels, c'est souvent à l'âge de jeunes adultes, quand ils ont 18-19 ans, qui prennent conscience, et souvent d'ailleurs à l'étranger, à Saint-Pétersbourg, à l'université d'Orpat, où ils sont rassemblés, qui est donc Tartu aujourd'hui, qui est la seule université qui existe, qui se rassemblent entre eux, qui prennent conscience des nécessités de leur et de leur identité nationale, et qui réapprennent le lituanien, qui se mettent à écrire, et apprennent à écrire, et qui diffusent dans ces journaux qui sont diffusés à la campagne, les premiers romans, les premières nouvelles, les premières poésies. Donc le combat, entre guillemets, culturel,
il est gagné, je pourrais dire, à la fin du 19e siècle. Le gros problème qui se pose, c'est que le combat politique, lui, n'est pas gagné. Et le problème de la situation des régimes féodaux, qui soient en Lituanie, en Estonie et en Lettonie, c'est que, évidemment, souvent, la vision estonienne, comme ça, parlera de 7 siècles de servage, il fera évidemment une sorte de récit téléologique qui aboutit en 1918 à la liberté. Mais bien évidemment, la situation des serfs estoniens, lettons, lituaniens au 15e ou 16e siècle n'est pas tellement différente de ce qui se trouve en France. Donc du coup, il ne faut pas avoir ils sont souvent un regard anachronique quand on crée des mythologies, des histoires nationales. Mais par contre, ce qui va être problématique, c'est qu'au 19e siècle, alors qu'on voit dans les nations évidemment européennes un progrès, une évolution, une modernisation, on a des sociétés qui sont en pleine modernisation. On a parlé des campagnes, il faut parler de l'urbanisation, l'industrialisation. Riga a sa population qui se multiplie par 5. Donc on a une société complètement vermoulue au niveau de ses structures politiques qui n'arrive plus finalement à être en phase avec une société en plein bouillonnement, en ouverture avec les tendances les plus modernes, les plus européennes et occidentales. Et donc cette espèce de contradiction qui va exploser comme une marmite, je veux dire, en 1905, lors de la Révolution, et qui va montrer la tension qui commence à exister entre cette impossibilité et évidemment le drame, c'est que c'est l'impossibilité à la fois pour les élites anciennes allemandes ou polonaises, ou même la bourgeoisie allemande ou polonaise, d'avoir l'intelligence de dire on va évoluer, on va essayer d'avancer sur cette question. Je caricature volontairement, c'est bien plus compliqué que ça, et qui va arriver à cette rupture et cette tension qui va éclater dans les premières années du XXe siècle. Mais quand les 3 pays baltes déclarent leur indépendance en 1918, le 16 février pour la Lituanie, le 24 février pour l'Estonie et le 18 novembre pour la Lettonie, c'est un peu un concours de circonstances. Personne ne s'attendait à ces déclarations. Et les Lituaniens, les Lettons et les Estoniens eux-mêmes étaient aussi presque surpris eux-mêmes de ces déclarations. C'est vraiment un concours de circonstances. Oui, alors voilà, c'est là où effectivement... La chute de 2 empires qui permet cela, et on saute sur l'occasion. Alors il ne faut pas dire que effectivement c'est intéressant, et c'est un concours de circonstances, c'est pas un hasard, parce qu'évidemment le mouvement national, il habitue à la création de ces classes moyennes, qui sont des gens, évidemment, on peut dire que les élites lituaniennes, lettonnes, estoniennes, elles sont prêtes, elles sont dans les structures de l'Empire russe, dans tous les domaines artistiques et culturels, on a des gens qui sont en contact avec le monde occidental, donc de certaine manière, on ne le sait pas en Occident, finalement, et c'est pour ça qu'on sera surpris, il y aura cette énorme surprise dans les années 20, quand les États baltes deviennent indépendants, on dit mais ils vont s'écrouler tout de suite, ils sont... bon, évidemment, il y a l'idée économique, mais il n'y a pas d'élite, il n'y a rien, qu'est-ce qui va se passer? Oui, sauf qu'il y a des gens qui viennent de l'Empire russe entier, des Thessaloniques qui reviennent et qui vont former ces cadres des nouveaux États, que ce soit au niveau ouvrier avec la création d'une social-démocratie relativement puissante, qu'au niveau des agrariens, qu'au niveau de la bourgeoisie. Et c'est très intéressant. D'ailleurs, on peut prendre les premiers gouvernements estoniens, lettons, lituaniens, on dit où ils étaient en 1910, en 1925. Il y en a 10 ou 20%. Alors évidemment, il y avait la répression de 1905 et le fait qu'ils avaient dû fuir les territoires baltiques, mais il y en a quasiment la moitié qui sont soit à Odessa, soit qui sont commerçants, soit qui sont enseignants, l'un qui est consul à Marseille, l'autre qui est humaniste, qui est agriculteur dans les plaines de l'Illinois. Donc il y a les communautés lituaniennes, 1 million de Lituaniens qui sont déjà aux États-Unis, qui sont illustrés par Upton Sinclair dans son roman célèbre La Jungle, et qui forment ces communautés lituaniennes puissantes qui vont apporter argent, moyens humains puissants et qui vont permettre à la Lituanie de repartir du bon pied. Mais c'est la même chose aussi pour les Lettons et les Estoniens. Alors souvent, ces gens sont très peu connus. Vous avez en France des Estoniens, quand vous avez Purvitis ou des gens qui sont connus, choses comme ça, évidemment, souvent, et d'ailleurs c'est drôle parce qu'il y a cette espèce de modestie d'identité, souvent, d'eux-mêmes, les Estoniens lettons ne disaient pas qu'ils étaient des Estoniens et lettons. On a des témoignages dans les années 20 où on disait, mais ah oui, cette cantatrice, effectivement, j'ai appris qu'elle était estonienne, mais quand je l'ai connue en 1900 à l'exposition universelle, évidemment, elle ne disait pas qu'elle était estonienne. Elle disait, je suis russe. Les Estoniens, des fois, disaient, je suis finnois, parce qu'ils disaient, bon, voilà, un Français, il arrivera à peu près à placer la Finlande sur la carte, mais ils ne s'embêtaient pas à dire, je suis estonien letton, parce qu'ils savaient très bien qu'au pire, il y aurait du désintérêt, au pire, il y aurait l'ignorance, au pir, la personne aurait des grands yeux en disant, voilà. Donc, du coup, si vous vouliez vous faire connaître, faire une carrière avancée, vous disiez que vous étiez un peintre russe. Donc souvent, c'était pas connu des élites occidentales. Alors oui, c'est pas un hasard. Donc les élites sont prêtes, mais évidemment, c'est un immense hasard. Et ce qui explique aussi que jusqu'en 1914, la majeure partie des élites lettonnes, estoniennes et lituaniennes disent bon, enfin voilà, je veux dire, de toute façon, si l'empire russe s'écroule, c'est les Allemands qui arrivent et c'est l'empire allemand comme ça. Donc on a tout intérêt.
parce qu'il y a toujours ce sentiment, évidemment, par rapport à la Russie, par rapport à l'Allemagne, et cette relation amour-haine, mais on sait très bien que par rapport aux Allemands ou à la machine des élites allemandes, on n'arrivera pas à se sortir, tandis que l'Empire russe, on se dit toujours, on a un peu plus de sentiment de supériorité au niveau culturel par rapport au monde slave, et on dit, finalement, on pourra toujours jouer notre rôle. Quoi, je veux dire. Et donc, du coup, on part en guerre contre l'Allemagne, c'est le superbe dessin de Rosenthal avec cet archer qui bande son arc en 1914 pour stimuler aussi l'effort de guerre des tribus qui va aboutir, des tribus des nations lettonnes, et qui va aboutir à la formation des tirailleurs lettons. Mais donc on croit à ça. Mais évidemment, personne, et d'ailleurs personne en Occident, ne peut imaginer que non seulement l'Empire russe va s'effondrer, mais aussi l'Empire allemand, et qu'en plus la Russie va tomber dans les convulsions, de la révolution bolchevique, et que donc évidemment il va y avoir cette espèce d'occasion inespérée de créer des républiques démocratiques où toutes ces élites qui ont été nourries des normes occidentales, des valeurs occidentales, que ce soit du côté à gauche avec la social-démocratie emprunt de la tradition de ce qui se passe à Vienne, de ce qui se passe à Berlin, des agrariens qui regardent aussi l'Europe du Nord, qui veulent essayer de développer une économie laitière, devenir des petits Danemark, choses comme ça, et évidemment de la bourgeoisie qui rêve de devenir une sorte de mini Troisième République dans ces États, puisque c'est aussi un des sources, évidemment, ce qui supporte aussi et qui favorise le support des Français, c'est qu'évidemment, ces paysans qui montent à l'assaut, entre guillemets, des bastilles, des manoirs féodaux estoniens ou lettons, qui veulent renverser un régime féodal pour avoir la liberté de presse, d'association, choses comme ça, dans une France de la Troisième République qui est nourrie au lait du mythe de la Révolution française de 1789, ça parle énormément. Donc ça parle énormément aux élites progressistes françaises qui voient des petites France qui se créent sur les bords de la Baltique et qui finalement soutiennent cet effort-là. Alors évidemment, l'idée aussi que ça soit aussi des territoires qui luttent contre l'influence allemande et contre l'influence communiste, bien entendu. En 30 ans d'indépendance entre les deux guerres, en fait, comment est-ce que ces trois pays s'intègrent dans l'Europe, dans l'Occident, dans l'Europe, quels sont les liens qui existent entre la France et la Lettonie, la France et la Lituanie, par exemple? Je sais qu'il y avait un lycée français à Riga, mais quels sont les liens inverses, entre guillemets? On parle aussi parfois de diplomatie sportive. Qu'est-ce que c'était? Oui, alors bon, c'est des États évidemment qui sont très peu connus au début des années 20, mais qui progressivement, et en particulier à partir de la fin des années 20, 1930, vont s'intégrer, je dis souvent cette expression, dans la carte mentale des Européens, au sens que ce n'est pas des États que tout le monde, les gens connaissent parfaitement, il y a toujours un fond d'ignorance ou de stéréotypes qui règnent vis-à-vis des trois États baltes, mais progressivement, on prend l'habitude de les considérer, les gens les apprennent à l'école. Je veux dire, moi, je cite toujours cette anecdote, je veux dire, entre la génération, je dirais, de mes parents des années 50 et la génération de mes grands-parents. Oui, alors mes parents avaient pu connaître à l'école, avaient pu apprendre les républiques soviétiques quand ils étudiaient l'Union soviétique. Mes grands-parents, ce n'était pas le cas, mais par contre, ils avaient tous passé par l'école publique obligatoire, ils avaient tous appris, et eux, parfaitement, contrairement à une grande partie de nos générations nouvelles, eux, avec 70 ans de référence, même chez des gens relativement modestes, ils pouvaient me réciter par cœur Estonie, capitale Tallinn, Lettonie, capitale Riga, Lituanie, capitale Vilnius. Ça n'allait pas vraiment au-delà, à part pour quelques-uns, mais ça montrait que c'était intégré dans l'espace européen. Alors évidemment, il y a des contacts, parce que évidemment, les Lettons, les Estoniens cultivent des relations très importantes, alors au niveau culturel et militaire avec la France, au niveau commercial avec les Angleterres, mais aussi avec la République de Weimar. Je veux dire, il ne faut pas voir aussi évidemment une germanophobie complètement intense. La culture allemande reste profondément ancrée. Tous les Estoniens lettons maîtrisent l'allemand, donc on va à Berlin, les milieux sociodémocrates sont très liés avec les partis socialistes allemands, on reste très proche de l'art allemand, des lois allemandes, et donc du coup il y a cette République de Weimar qui aura des liens extrêmement intenses aussi avec les nouvelles nations baltes dans cet effort pour créer un ordre démocratique en Europe centrale et orientale. Et donc on peut dire qu'au début des années 30, et ça triomphe en 1934 avec cette entente baltique qui scelle un peu grosso modo ce terme de pays baltes, les pays baltes apparaissent comme, entre guillemets, des bons petits États. Alors pourquoi je dis bons petits États? Parce que souvent il y a le terme de petits États qui peut paraître stéréotypé, négatif, de dire c'est des États de seconde zone, c'est effectivement ça. Il y a l'État, souvent dans l'esprit des Occidentaux de l'époque, c'est le petit État, c'est les Balkans, c'est des petits États nationalistes, querelleurs qui font éclater des conflits mondiaux. Bon, donc pour lequel on a une grande peur. D'ailleurs, c'est aussi la peur qu'on a en 1918-1919 quand on voit ces Pays-Bas. On dit voilà, est-ce que c'est les Balkans du Nord? Ça va recommencer la même chose qu'avec Sarajevo et le reste.
et finalement le sentiment est le même. Et puis on a les bons petits États, je dirais c'est les petits États vertueux, je dirais nordiques, ouverts à l'innovation, intéressés par la société des nations et sur beaucoup de genevois, comme on l'appelle, c'est-à-dire les gens qui sont partisans de la société des nations, l'ancêtre de l'ONU, les partisans de la sécurité collective, du désarmement, qui rêvent d'une paix par le droit. Les petits États, et en particulier les petits États baltes, apparaissent comme finalement ces citoyens d'une nouvelle démocratie mondiale. Donc de même qu'on critique l'aristocratie, finalement au niveau international, ces nouvelles élites occidentales critiquent ces grandes puissances, donc qui sont une sorte d'aristocratie au niveau de la société mondiale, et misent sur cette société avec un prisme très rousseauiste, avec un prisme sur cette démocratie de petits États qui vont jouer leur rôle, et fidèlement leur rôle, parce qu'ils ont évidemment un intérêt bien compris pour leur sécurité, mais qui aussi voient dans cette société finalement un ensemble de valeurs qui légitiment le fait qu'un État, quelle que soit sa taille, soit reconnu comme une unité de droit et comme les autres. Et donc du coup, évidemment, ça joue quelque chose d'important. Donc ces États rentrent dans la carte européenne, et finalement, les raisons de leur succès, finalement, on peut dire, c'est presque l'ampleur des stéréotypes et des appréhensions qui existaient dans les années 20. Comme disait je crois, Henri de Montfort, ils ont prouvé le mouvement en marchant, c'est-à-dire que, alors que personne n'attendait rien d'eux et qu'on pensait qu'ils allaient s'effondrer, que c'est comme ça, finalement, ils vivent toujours 10 ans après. Et le simple fait qu'ils vivent de manière pacifique. Alors évidemment, les régimes politiques sont marqués par l'instabilité, mais ça existe, il y a une démocratie qui fonctionne. Et à la fin des années 30, ce n'est plus vraiment le cas en Pologne, partie d'Europe centrale. Donc les régimes fonctionnent. Les économies ne sont pas florissantes, mais ils fonctionnent aussi. Ils ont visé à des modèles de devenir des petits Danemark. Ils exportent du beurre, du lin dans l'Europe entière. Ils se font connaître. Au niveau culturel, ils commencent à se faire connaître aussi. Il y a des grandes expositions qui commencent à circuler en Europe. Il y a le sport avec le basket, donc les Lituaniens et les Lettons qui sont des champions d'Europe et qui donc se font connaître comme ça. Donc progressivement, dans certains petits secteurs, ils font partie de la société européenne. Il ne faut pas imaginer évidemment qu'ils sont ultra connus. Il y a beaucoup d'ignorance et beaucoup de cas, mais c'est un mouvement qui est long. Et évidemment, il sera coupé, je dirais, malheureusement, à la fin des années 30, alors qu'il n'est pas encore terminé et qu'ils ne sont pas encore totalement intégrés dans cette conscience européenne, d'où la différence qui pourra exister, par exemple, entre la Finlande et, et les pays baltes. Milan Kundera disait « Un petit État peut disparaître et il le sait ». C'est la dernière partie de la phrase. Il sait qu'il est mortel, je veux dire. Et c'est ça qui fait comme ça. La différence, c'est que la Finlande, ça peut paraître une anomalie qu'elle disparaisse de la carte européenne, d'où son maintien en tant qu'État dépendant. En 1939-40 ou même en 1944-45, ce n'est pas encore le cas pour les provinces baltiques au niveau des mentalités, des imaginaires. Et pour certains décideurs, certaines élites, même si ils ne peuvent rien faire par rapport au rouleau compresseur soviétique, finalement, ça reste dans leur schéma que c'est des États qui dépendaient de l'orbite russe et qu'il y a une sorte de normalité, avec 3 guillemets en normalité, qui reviennent dans le giron russe, c'était quelque chose d'inévitable. C'est pour ça que je m'insurge contre la notion de tragique, qui suppose un destin, forcément, parce que quand les Européens parlent de tragédie, c'est ça aussi qui est derrière. Il y a un destin incontournable qui devait les frapper, c'était « Ah oui, c'est malheureux, c'est triste », mais malheureusement, c'était tragique, le destin était là. Or, ce n'est pas tout à fait le cas. Mais en l'espace de 30 ans, ils ont réussi à créer les structures, les modèles, leur constitution qui va permettre, quand ils sortent de l'Union soviétique, en fait, de recommencer tout de suite et de tout de suite à nouveau s'intégrer dans la société européenne. Bien sûr. Au niveau des élites aussi, évidemment, le fait comme ça, mais surtout, on peut même simplement faire la comparaison avec le 19e, là où ils avaient du mal à chercher des référents historiques. Évidemment, les nations baltes et les élites baltes, qu'ils soient à l'étranger ou dans les années 80, qui se commencent à miser sur la perestroïka, ont ce modèle, alors qu'on peut discuter, parce qu'évidemment, le problème aussi, c'est que c'est un modèle aussi qui va être, je dirais, fantasmé, je veux dire, évidemment, avec beaucoup de corrections, avec la mémoire. Là encore, pareil, je veux dire, les terribles épreuves de l'époque soviétique vont faire de ces États, je veux dire, faire de ces États un âge d'or. Et évidemment, quand l'historien, c'est un peu comme pour nous, lorsqu'on s'intéresse à la période d'avant 1914, on disait c'est la belle époque. Évidemment, l'historien ouvre les livres, il voit des luttes sociales, des choses comme ça. Et non, personne en 1905-6 aurait dit je vis à la belle époque. Et aucun letton lituanien qui vivait en 1933-35, comme il y a la crise de 29, choses comme ça, aurait pu dire je vis dans une époque formidable, c'est fantastique. Il y avait beaucoup d'interrogations. Mais évidemment, par rapport à ce qui s'est passé après, et avec le regard, avec la distance, avec le passé, évidemment, on va valoriser ces États et surtout, ils vont devenir une référence. Et au niveau mentalité, au niveau relation avec les puissances, c'est évidemment fondamental parce qu'ils ont une référence
un référent culturel. On pourrait dire beaucoup de choses, mais c'est pas plus difficile que ça finalement, quoi, je veux dire. Et peut-être une dernière question avant de laisser la parole au public, qui en a certainement beaucoup aussi à poser. Aujourd'hui, qu'est-ce qui reste dans la mémoire justement de cette période de la fin du 19e siècle, du début du 20e siècle? Est-ce qu'on redécouvre, on assiste un peu à une redécouverte de cette période qui a mené vers l'indépendance des pays baltes, qui est la période en fait des peintres symbolistes qui sont exposés ici à Orsay? Alors c'est un statut intermédiaire, je dirais, parce qu'évidemment, si le gros critère, c'est évidemment la période soviétique et les 50 ans d'Union soviétique. Donc, autant effectivement les républiques des années 20 et 30 ont été mises sous le boisseau, et finalement c'est vrai, il y avait cet aspect mythologique qui existait, choses comme ça, mais finalement cette période qui a été très peu étudiée par beaucoup d'Estoniens, de Lettons, Lituaniens, parce que non, on n'en parlait pas, et c'était des régimes qui étaient mis à l'index, hein, c'est ces fameuses périodes historiques qui sont critiquées. Autant le 19e pouvait avoir une part de présence, je dirais, dans la vision des républiques baltes soviétiques, c'était le combat des paysans, des sans-terres contre les féodaux baltes. Donc évidemment, ça s'intégrait dans un récit idéologique soviétique, et c'est resté. Mais évidemment, il y a eu une version, cette version-là, évidemment, a été caricaturale. Et évidemment, cette période est si très peu connue, parce que très peu étudiée, évidemment, tout ce qui est peinture, beaucoup de peintres symbolistes, évidemment, étaient écartés, étaient très peu visibles à l'époque soviétique. Donc c'était une période qui était, au niveau artistique, on connaissait les grands, mais qui était relativement peu connue et peu connue dans le détail. Et même les problèmes, les histoires, les trajectoires des individus, les problèmes qui se posaient, qu'on a évoqués pour le 19e, étaient vus, je dirais, de manière très pas grossière, mais à noir et blanc. Et donc, toutes les subtilités, parce que non, c'était évidemment dans une réalité idéologique, c'était un noir et blanc, c'était extrêmement difficile. Toutes les subtilités, les évolutions de ces artistes nationaux, pris entre leur trajectoire individuelle, leur côté, la notion de communauté, la notion d'artiste national, le fait de participer ou non à la révolution de 1905. Faut là, comme je le disais ce matin, il ne faut vraiment pas avoir une vision, là encore, on a tendance à dire, bah oui, c'était les artistes nationaux, ils ont créé les mouvements nationaux, voilà, hop, aboutissement 1918. Non, ces mouvements nationaux, ils n'ont pas été simples, puisqu'on a tendance souvent, nous, occidentaux, à avoir ce prisme d'un État toujours présent comme ça. Ce n'était pas le cas chez les Lettons estoniens, on ne savait pas, c'était un miracle comme ça qui allait évoluer. Donc, toutes ces personnes étaient des individus aussi, qui devaient aussi réfléchir à leur destin, je dirais, individuel, partir à l'autre bout de la Russie, abandonner d'un seul coup leur travail d'agitateur national parce qu'ils devaient partir pour un travail à l'autre bout, ou alors immigrer, abandonner leurs choses, ou alors tout simplement, il fallait vivre. La majorité partie de ces artistes étaient des gens, fils de forgerons, de petits paysans. Certains travaillaient toute la journée dans les usines de Saint-Pétersbourg ou faisaient des professeurs. Pour certains, le mieux, ils passaient leur journée à faire des portraits des élites germano-baltes et russes parce que c'est ça qui leur permettait de vivre. Même dans les sociétés nationales, il ne faut pas idéaliser, dans un milieu qui était très largement paysan ou avec une bourgeoisie qui était extrêmement récente, qui venait de s'élever, il n'y avait pas un intérêt énorme pour les tendances les plus appuyées des peintures symbolistes, des choses comme ça. Donc c'était difficile. On a des paroles de Rosenthal, de Pourvitis qui se disent voilà, c'est bien difficile de percer. Donc c'était sans arrêt, je dirais, un arbitrage de tous les jours dans une logique individuelle entre oui, mes convictions nationales, le fait que je doive partir, comment je me positionne par rapport à l'évolution, comment moi je fais partie de cette communauté nationale, est-ce que j'ai un rôle à y jouer? Et il y a des gens qui l'ont incarné. Pourvitis, Jumidanevicius en Lettonie, puis il y en a certains, beaucoup qui sont morts, souvent de maladies, parce que les conditions de vie étaient extrêmement compliquées. Alors, dans le catalogue, il y a une très belle citation qui est assez peu connue, mais qui est bien qu'il ait utilisée, du descendant de Kalpokas, donc ce peintre lituanien, et qui dit, il y a tout un culte sur sa peinture, choses comme ça. Il découvre aussi, lui, il avait totalement ignoré, sa mère avait accumulé des articles de presse qui montraient que, oui, dans les années 1910-14, il a fait des expositions individuelles à Munich, à Berlin, que les gens le considéraient vraiment comme quelqu'un d'absolument éminent, de quelqu'un de prestigieux, sauf que ça avait été complètement oublié dans la famille. Il lui disait, mais oui, moi ce que je me rappelle, c'est que mon père, il vivait à Berlin, dans une pièce vide, sans lit, avec sur du foin, des choses comme ça, et que chaque jour, il vivait comme ça. Donc il y avait ce côté célébrité des journaux, vie sociale réelle, et je dirais c'est ça qui est redécouvert aussi, qui est intéressant maintenant, c'est cette vie sociale réelle des artistes, avec sortir du prisme national, sortir du prisme artistique, mais ces trajectoires individuelles. C'est pour ça que c'est extrêmement intéressant, toutes les notices biographiques que l'exposition, que Rodolphe Rapetti a pris la peine de récolter, de traduire, ce ne sont pas accessibles auprès des musées nationaux estoniens, parce que ça permet de voir vraiment des trajectoires individuelles, quoi, je dirais. Pour terminer, je dirais, ça montre bien finalement le sort de ces nations. Je dirais, il y a 3 mots.
c'est des périphéries, c'est des marges et c'est des carrefours. Et finalement, je veux dire, toute l'histoire des nations baltes, elle oscille entre cette notion, on est des périphéries plus ou moins intégrées, on est des marges un petit peu oubliées, puis des fois on est des carrefours des fois au niveau pacifique, d'échanges commerciaux, des carrefours malheureusement des fois de lieux de rencontre entre des ambitions des grandes puissances. Mais justement, cette notion de périphérie, de cette puissance, c'est ce qui, d'une certaine manière, leur a permis de survivre. Ils sont sur, moi, j'utilise souvent cette expression, les provinces baltiques, c'est un espèce de champ de faille où vous avez trois ensembles avec des forces géopolitiques qui s'agitent de manière différente, qui s'appliquent de manière plus ou moins forte. Donc c'est la Scandinavie, la Pologne, l'Allemagne sur ces trois territoires. Mais c'est justement cet équilibre de faille qui a permis à ces nations de survivre. Et je relisais, je relisais régulièrement le livre de Rosniéné, la guerre du feu. Et j'avais envie d'utiliser cette métaphore. Je dirais c'est des gens qui ont survécu entre ces failles en portant dans leur bagage cette petite étincelle qui était leur identité, leurs arts et leurs traditions populaires, et qui au milieu ces champs de failles, de ces affrontements, des choses comme ça, ont réussi à chaque fois à jouer au mieux, à passer entre les gouttes. Et donc, on peut parler de génie national, mais je ne voudrais pas, en tant qu'historien, avoir une approche trop psychologique, mais un génie en tant tel de jouer, finalement, des capacités, des impuissances, des puissances à se maîtriser, à ne pas s'imposer sur une périphérie, et finalement à réussir à maintenir leurs arts et leur identité propre, leur âme, pour revenir à l'exposition. Merci, Julien. Beaucoup. Est-ce que dans la salle, quelqu'un a une question, une remarque, un commentaire ? Question ? Je voulais juste revenir à quelques moments sur notre roi commun, Henri III. Est-ce que vous pouvez juste dire en quelques mots, c'est une époque complètement différente, bien sûr, quelques mots sur est-ce qu'il a réussi en ces quelques jours, en 112 jours, je pense, de faire quelque chose d'utile pour nos deux pays ? Non, pour le moins qu'on puisse dire, Henri III, bon, c'est les événements du royaume de France. Donc Henri III a été heureux, parce qu'à l'époque, il ne pensait pas devenir roi de France, de trouver une couronne et devenir monarque de Pologne-Lituanie. Mais comme vous savez, il a vite appris que son frère était malade et qu'il avait un jeu à jouer en France. Donc son passage en Pologne a été... Alors, je pense, la Lituanie s'en est très très préoccupée. Il est resté quelques temps juste dans les territoires polonais. Il est très vite reparti. Alors, le seul héritage qu'on a de lui... parce que c'est comme ça, c'est cette magnifique blason qui est sur la conciergerie, et donc qui nous permet évidemment, quand on amène des Lituaniens à Paris, de montrer le Vytis, donc le cavalier lituanien, le symbole de l'Italie lituanien, sur un mur d'un monument emblématique de Paris. Mais non, on ne peut pas dire... C'est évidemment intéressant pour nous à citer, pour montrer les liens entre la France et la Lituanie, montrer qu'il y a eu un monarque commun, mais sur l'aspect réel, pratique, historique, on peut dire qu'il n'y a pas eu grand-chose qui s'est fait. Non. Oui, XVIe siècle. Bonjour. Je voulais revenir sur l'aspect actuel, où j'ai l'impression que, par rapport à ce que vous avez dit tout à l'heure, je ne sais plus quelle époque c'était, où on a pris fait et cause pour ces petits pays. Et j'ai l'impression qu'aujourd'hui, on a un peu la même chose avec l'Europe, cette volonté de les soutenir, de les protéger. Je ne sais pas comment vous voyez les choses aujourd'hui. Je suis très humble là-dessus. Sans historien, je ne peux pas dire que je suis politiste, mais avec la vision de l'historien, c'est finalement, on a l'impression d'avoir... Ce qui est malheureux, c'est qu'on a l'impression d'avoir une évolution qui commence à se produire progressivement. C'est pour ça, effectivement, au niveau des mentalités, qu'on pouvait peut-être commencer à percevoir. Parce que finalement, au début des années 2000, avec un effort peut-être de se redécouvrir. Parce que comme j'ai dit, moi, je suis contre cette vision de dire... parce que voilà, en tant qu'historien, on ne peut pas l'être, reprendre ces clichés de dire il y a des ennemis éternels, il y a des évolutions éternelles. Il y a des tas d'éléments et d'événements dans l'histoire des nations baltes qui montrent qu'il y a eu des liens absolument riches et développés avec la population russe et les élites russes. Donc il n'y a pas une malédiction à l'idée d'imaginer un jour les États baltes arriver à
avoir une situation pacifique et arriver à une situation de transition. Mais le malheur qu'on a, c'est qu'on a l'impression que finalement, on en reste. Finalement, c'est la situation qui reste depuis 1918. C'est l'impossibilité d'arriver à un équilibre stable à un niveau politique. Je pense un équilibre moins au niveau politique, parce qu'il est très comme ça, mais au niveau des mentalités, des imaginaires. Vous avez deux conflits d'imaginaires qui existent, qui sont extrêmement puissants encore, et c'est extrêmement compliqué d'imaginer la fin de cet affrontement. Et malheureusement, la période actuelle ne va pas, entre guillemets, dans le bon sens, puisqu'on est revenu, je dirais, on a l'impression d'être revenu un peu dans une logique un peu de guerre froide. Donc évidemment, ça suppose un soutien déterminé, parce qu'évidemment, les États baltes ont été intégrés dans l'Union européenne et dans l'OTAN, mais on a un peu l'impression de se retrouver parfois, toutes choses égales et par ailleurs, même si c'est complètement différent, et loin de moi de faire la comparaison de simulation, à des logiques d'affrontement telles qu'on pouvait le retrouver dans les années 30, avec le danger qu'il peut y avoir pour des petits États comme les petits États baltes, qui sont tributaires du soutien de grandes puissances, qui parfois ont des logiques. C'est la grande différence, qu'ils ont des intérêts généraux qui dépassent évidemment les intérêts limités de petits États ou les intérêts régionaux, et qui, un peu du jour au lendemain, peuvent choisir, je dirais, le grand jeu, comme on disait à l'époque ancienne, de s'entendre et de trouver un accord avec d'autres grandes puissances pour s'entendre sur les dos, entre guillemets, ou dépens, au détriment des petits États. Donc évidemment, c'est une situation qui est compliquée à gérer. La grande différence, c'est que par rapport, et c'est un des résultats inestimables de l'évolution, c'est que cet effort qui avait commencé dans les années 20 et 30 de rapprochement, d'intégration des nations baltes dans la civilisation occidentale, elle peut se poursuivre. Et je dirais, chaque année, entre guillemets, compte. L'histoire des nations baltes est discontinue, mais chaque année compte pour permettre d'accumuler, pour créer une réalité aussi. Et c'est créer cette réalité civilisationnelle, c'est aussi la chose la plus importante qui peut exister, je dirais, par rapport à une menace russe, qui voient progressivement que ces nations ne sont pas à l'écart ou en l'air, et qui peuvent espérer les négocier, entre guillemets, contre quelque chose, mais qui sont intégrés dans un ensemble politique intégré, et que, évidemment, ils ne peuvent pas rêver de faire quelque chose contre ça. Alors évidemment, la seconde chose, c'est évidemment essayer d'espérer de construire un accord, quelque chose qui puisse permettre d'éviter aussi que, évidemment, l'Empire russe ne se retrouve pas à l'écart et détaché. D'ailleurs, je fais de l'absurde dans l'Empire russe, mais c'est presque... Il y a des choses psychologiques à dire dessus, mais je veux dire, voilà, donc des choses qui à l'écart, et donc d'arriver, évidemment, à quelque chose qui puisse déboucher sur quelque chose. Mais ça, évidemment, c'est des vœux pieux pour le moment, quoi, je veux dire. Ça sera peut-être la dernière question, et on clôturera la séance. Oui, merci pour votre présentation. Vous n'avez pas parlé, ou très peu du moins, de l'enclave russe de Kaliningrad, qui est un pays qui est récent en quelque sorte, du moins du point de vue russe, et qui auparavant était lituanien, prussien, disons, et qui a été massivement russifié par la violence, l'exil forcé, la russification des toponymes, etc. Oui, alors... On l'a dit souvent, d'ailleurs, dans les années 20 et 30, certains ont pu se poser la question, est-ce que la Prusse orientale, parce qu'évidemment, comme vous le savez, elle était séparée par le reste de l'Allemagne, par le fameux corridor de Danzig, et elle avait une identité particulière au sein de l'Empire allemand ou de la République allemande de Weimar. Parfois, on avait employé à dessein, est-ce que la Prusse orientale, c'est le 4e État balte ? Alors oui, effectivement, et cette identité, on l'a vu, on l'a croisée. C'est vrai que c'est le problème de cette enclave qui, évidemment, est à la recherche de son histoire, qui se construit par la négation totale, finalement, de ses racines passées, puisque, évidemment, on a fait table rase du passé allemand. C'est toujours cette vision de Kaliningrad, où on compare la photo de Königsberg en 1939 autour de la cathédrale, et on voit une ville hanséatique d'Allemagne du Nord comme ça, et puis, dans ce coup, on voit l'image soviétique, où, à part le relief de la cathédrale, on voit évidemment des soviétiques. Donc, c'est toujours saisissant, parce qu'on a l'impression, si on n'avait pas finalement le reste de cette cathédrale, on a l'impression qu'on est dans un lieu quasiment totalement différent. J'exagère un petit peu à dessein. Or, c'est vrai que c'est vraiment une question particulière. À la fois, c'est vrai que le gros problème aussi, le drame aussi, c'est que ce territoire de Kaliningrad développait une identité particulière. Je dirais, de même que pour les minorités russes qui se trouvent dans les États baltes, on parlait de germano-baltes au XVIIIe siècle, on pourrait parler de russo-baltes, parce que c'est des populations qui sont profondément attachées à leur culture russe, certes, mais qui sont profondément attachés à leurs racines baltes. Et c'est là l'impossibilité, la grosse différence qui peut exister par rapport à l'Ukraine au reste, c'est que c'est des populations qui,
à part si vraiment on se retrouve dans un régime nationaliste qui leur niait toute possibilité, je veux dire, dans les républiques baltes actuelles, se sentent bien et veulent continuer à y vivre, avec leurs particularités, avec leur identité, mais qui se sentent totalement intégrés dans ces pays. Et ce qui est intéressant pour la Prusse orientale, c'est vrai qu'on voyait aussi une identité, on commençait à avoir une identité très particulière de cette région, qui commençait à redécouvrir ses origines, à dialoguer avec la Lituanie, avec la Pologne, à ouvrir les frontières. Et évidemment, on ne peut pas revenir sur le passé, puisque ces populations allemandes, lituaniennes ou même polonaises dans le sud, elles ont profondément évolué, mais on pouvait imaginer une intégration régionale. Alors, le drame de la période, c'est que ça redevient une sorte de réduit militaire armé extrêmement stratégique, qui crée cette percée qui est le deuxième élément de la pince de cette fameuse trouée de Suwałki. Donc on en parle comme un camp militaire, et donc disons on a l'impression que le couvert de la marmite est retombé sur ce territoire qui se transforme un peu en enjeu militaire, en réduit militaire. Et c'est vrai que c'est dommage d'une certaine manière, parce que c'est ce territoire qui est le fruit d'une histoire et d'une cote mal taillée, puisque d'une décision arbitraire géopolitique qui n'avait pas de sens en 1944-45, sauf l'idée de dire qu'on attribuait un port en eau libre supplémentaire à l'Union soviétique. Mais c'est vrai qu'on pouvait imaginer une évolution peut-être plus positive, et peut-être qu'elle va se réaliser. Mais pour l'instant, évidemment, on est pareil que les nations baltes, on est dans une impossibilité. Ça redevient évidemment quelque chose, un réduit idéologique russe, entre guillemets, et militaire russe, qui est vu plutôt sur l'aspect militaire et menaçant, malheureusement. Merci beaucoup. Merci à vous.